Bonjour les premières. Bon, la situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Jusqu'à présent, je vous ai envoyé des cours, des activités, des corrections via Pronote. Vous y êtes pour la plupart tenus, c'est cool. Bon, vous avez aussi appris les modifications qui vous concernaient pour la fin de l'année scolaire. On sait d'ailleurs même pas si on va pouvoir reprendre. Donc, le plus important pour nous, c'est de maintenir un lien avec vous et surtout de continuer à vous faire avancer et puis surtout finir le programme notamment en histoire, parce que vous savez, on finit sur la Première Guerre mondiale et par rapport au programme de terminale, c'est un peu indispensable de finir notre programme et que vous fassiez ça. Donc il faut qu'on avance et puis voilà. Donc on en a fini avec la géo. Je vous envoie pour la semaine prochaine, je vous ai déjà mis sur Pronote un QCM une cinquantaine de questions sur le cours, sur l'important cours de géo que vous avez fait sur les espaces productifs. Donc vous pouvez répondre en solo sur Pronote et puis ça sera auto-corrigé par le site. J'ai la possibilité via Pronote de savoir qui l'a fait, quelles notes vous avez eues, combien de temps vous avez mis pour le faire. Donc n'essayez pas de trop de me feinter. Je pourrais vite vérifier qui a fait son travail ou qui ne l'a pas fait. Mais bon, pour l'instant, vous êtes plutôt sérieux. Et donc on en a fini avec ce thème 2 de Géo et on va rebasculer sur l'histoire et notamment sur thème 3. Donc on va continuer à remonter le fil du temps chronologique, hein, puisque on avait commencé l'année avec le thème 1, on est parti des causes de la Révolution française, et puis on était arrivé, si vous vous souvenez, à la fin du thème 2, sur la politique étrangère de Napoléon III, concernant notamment le rôle de la France dans la construction des États allemands et italiens. Et donc nous étions aux environs des années 1870. Et donc eh bien, nous allons continuer à remonter chronologiquement le temps à travers le thème 3, puisqu'il s'intitule La Troisième République avant 1914, un régime politique, un empire colonial. Donc on verra également dans ce thème la colonisation, donc quelque chose de très intéressant. Et donc on va s'intéresser dans un premier chapitre sur la mise en œuvre de ce projet républicain. Alors dans une courte introduction, et il est important de recontextualiser ce projet républicain, hein. Depuis la proclamation de la Première République en 1792 et sa suppression suite à l'arrivée au pouvoir de Bonaparte, puis la proclamation du Premier Empire, la République avait disparu, mais l'idée du projet républicain, l'idée de restaurer, de rétablir une république, avait été constante tout au long du XIXe siècle en France. Donc les républicains avaient connu plusieurs échecs, notamment en 1830, lors des Trois Glorieuses, qui avaient mis fin à la Restauration et au régime de Charles X. La tentative de mettre en place une deuxième république avait échoué, puisque c'était Louis-Philippe d'Orléans qui est arrivé au pouvoir, et ça avait été la monarchie de Juillet. Puis nouvelle tentative, ce coup-ci avec succès, en 1848, mais vous savez qu'après un immense espoir, cette Seconde République n'a pas duré longtemps, puisque le président Louis-Napoléon Bonaparte, refusant de perdre le pouvoir, a fait un coup d'État le 2 décembre 1851, puis s'est fait proclamer empereur le 2 décembre 1852, mettant en place un nouveau régime, donc le Second Empire. Donc cette courte Seconde République, bien qu'il y ait eu d'immenses espoirs à la base, finit en grande déception, mais on peut en retenir quand même un apport majeur, hein, outre l'abolition de l'esclavage, c'est surtout la mise en œuvre du suffrage universel masculin qui remplaçait un suffrage qui jusqu'alors était plutôt toujours masculin évidemment, mais censitaire, c'est-à-dire réservé seulement à une élite qui payait un cens, c'est-à-dire une somme d'argent pour pouvoir voter. Alors, qu'est-ce que le projet républicain? Ben, ce projet républicain, il fait référence bien évidemment à la Révolution française, hein, puisque c'est de là d'où tire sa substance le projet républicain, c'est-à-dire les valeurs de 1789, liberté, égalité, puis en 1848, ça sera fraternité, les droits de l'homme et du citoyen également, donc l'importance, le droit à la sécurité, puis plus tard en 1848, le droit au travail, donc de nombreuses valeurs républicaines. Cependant, ces républicains, on l'avait vu en 1848, c'est aussi une des raisons de leur échec et du manque de réaction finalement face au coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Ces républicains étaient divisés, hein, entre modérés,
extrémistes, si on peut dire, les modérés étant plutôt partisans de l'ordre établi, c'est-à-dire du fait qu'il y ait de riches individus en France qui détiennent les industries, les propriétés terriennes, et qui est une grande partie de la population qui soit plutôt soumise à leur autorité. Donc ces républicains divisés avaient laissé faire en quelque sorte le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Ensuite, sous le Second Empire, ces républicains sont dans l'opposition, avec le plus célèbre d'entre eux, Victor Hugo, qui va devoir partir en exil sur l'île anglo-normande de Guernesey, exil pendant lequel il ne cessera justement de critiquer Louis-Napoléon Bonaparte et de défendre les idées républicaines. Ces républicains sont également victimes de répression, hein, ils sont arrêtés, emprisonnés et la plupart du temps déportés, envoyés dans les territoires plus ou moins lointains de l'empire colonial naissant français, alors, soit envoyés en Algérie, soit la plupart du temps envoyés en Nouvelle-Calédonie, donc condamnés à la déportation en quelque sorte. Et souvent, certains d'entre eux ne pourront pas revenir. Le suffrage universel, il existe toujours, vous le savez, sous le Second Empire, mais c'est un suffrage universel qui a lieu uniquement à travers des plébiscites qui sont contrôlés en plus par les agents de l'Empire. Donc on n'est plus du tout dans un projet démocratique qui est associé à la République. Tout cet encadrement, tout ce contrôle, toute cette limitation de la liberté d'expression font que pour les républicains, il leur est difficile de diffuser leurs idées, hein. Euh, mais petit à petit, on va dire que le régime napoléonien se relâche et dans les années 1860, leurs idées renaissent dans une partie de la population et notamment dans la population urbaine, la population des villes, les populations rurales restant plus traditionnelles et beaucoup plus attachées à l'empereur. Cette instauration de la République va donc être longue et difficile et elle reste longtemps un projet. D'où la question sur laquelle on va travailler à travers ce cours. Comment la majorité des Français ont-ils progressivement adopté ce régime républicain entre les années 1870 et 1914? Donc nous verrons dans un grand 1 les années clés, entre guillemets, de l'instauration de cette République, c'est-à-dire 1870-1879, la difficile instauration de la République avec une problématique pour ce grand 1, dans quelles conditions la République est-elle instaurée? Donc nous verrons déjà dans un grand A que cette République est proclamée en temps de guerre. Et pour cela, je vous invite à regarder le document 1, page 164, qui est donc une huile sur toile qui représente le 4 septembre 1870 à Paris. Vous reconnaissez l'Assemblée nationale, hein, telle qu'elle existe toujours aujourd'hui, le Palais Bourbon, où on voit une foule, hein, on estime à peu près à une centaine de milliers de personnes, qui s'est réunie devant l'Assemblée nationale pour écouter un orateur qui est député républicain, qui s'appelle Léon Gambetta, qui va proclamer officiellement la Troisième République. Alors pourquoi il proclame officiellement la Troisième République? C'est parce que le 4 septembre 1870, la nouvelle est arrivée à Paris que l'empereur Napoléon III a été fait prisonnier à Sedan. Pourquoi il a été fait prisonnier à Sedan? Parce que je vous le rappelle, nous avons fini notre cours là-dessus. La Prusse, du moins la France, a déclaré la guerre à la Prusse. Napoléon III est tombé dans le piège de Bismarck, qui souhaitait, entre guillemets, unifier toutes les principautés, tous les États allemands autour de la Prusse, mais les derniers récalcitrants étaient les États du sud de l'Allemagne, notamment la Bavière, la Saxe, et car ils étaient plutôt catholiques alors que la Prusse était protestant et ils souhaitaient rester indépendants. Mais la France déclarant la guerre à la Prusse, eh bien, le fort sentiment anti-français, le sentiment patriotique qui unit tous les États allemands, va se mettre en action et les États du sud de l'Allemagne vont rejoindre la Prusse qui permettra ensuite à la Prusse de proclamer la naissance de l'Empire allemand, ce que nous avions vu dans le Palais des Glaces en 1871. Donc la France est en guerre contre la Prusse est en train de remporter cette guerre, la Prusse a envahi la France et l'empereur, donc avec une grande partie de ses troupes, est fait prisonnier à Sedan. La nouvelle arrive à Paris, Léon Gambetta proclame la République, mais ne proclame pas la fin de la guerre.
Un gouvernement de défense nationale est tout de suite mis en œuvre et plusieurs personnages, dont Léon Gambetta, mais aussi Jules Ferry, en font partie et la foule ici présente sur l'image acclame la liste des députés qui font partie de ce gouvernement. L'objectif de ce gouvernement, c'est de poursuivre la guerre contre les Prussiens. Il est quand même à noter que ce changement donc de régime, on est passé de l'Empire à la Troisième République, c'est le premier changement de régime pacifique depuis 1875, puisqu'en 1830, en 1848, il y avait eu à chaque fois des révolutions. Donc là, pour la première fois, et puis en 1851, un coup d'État. Donc là, pour la première fois, il y a un changement pacifique. L'urgence, donc, c'est de poursuivre la guerre, mais dans un objectif quand même d'établir la paix. Euh, alors, il faut savoir que les Prussiens sont en train de faire le siège de Paris. Paris est encerclé, donc le gouvernement se trouve à Paris, se trouve bloqué. Et Léon Gambetta, donc éminent homme politique de l'époque, va quitter Paris lors d'une épopée. Et à l'époque, il n'y a pas d'hélicoptère, il n'y a pas d'avion, et les routes sont toutes bloquées. Donc, il trouve comme moyen pour quitter Paris de partir en ballon, en montgolfière, tout simplement. C'est l'illustration que vous pouvez trouver sur votre PowerPoint qui illustre le cours. Donc, départ de Gambetta en ballon pendant le siège de Paris, place Saint-Pierre à Montmartre. Vous pouvez le voir. Et il part pour une ville qui est encore libre, qui s'appelle Tours, car il est déterminé, pardon, à poursuivre la guerre contre les Prussiens. Ensuite, la ville de Tours étant à son tour menacée par les Prussiens, eh bien, Léon Gambetta part à ce coup-ci pour Bordeaux, toujours pour organiser la défense. Alors, le gouvernement français commence à négocier avec le gouvernement prussien, notamment avec son chancelier Bismarck, mais celui-ci, dans un premier temps, impose des conditions inacceptables pour le gouvernement français qui, du coup, se retrouve contraint de continuer cette guerre. Pendant le conflit, des élections législatives ont lieu, ce qui peut paraître assez surprenant, sur le thème de la guerre. Alors, sur le thème de la guerre ou de la paix. Et deux grands leaders républicains s'affrontent justement sur cette thématique. Léon Gambetta a tendance à défendre l'idée qu'il faut continuer la guerre à tout prix, alors que Adolphe Thiers, un vieux républicain dont je reparlerai tout à l'heure, lui défend le thème de la paix. Eh bien, finalement, ce seront les Républicains menés par Adolphe Thiers qui vont remporter ces élections. Vous pouvez le voir toujours sur le diaporama avec le diagramme semi-circulaire. Nous montrons le résultat des élections du 8 février 1871 à l'Assemblée nationale. Et vous voyez que l'Assemblée va être dominée par les partis de couleur bleue, hein, donc qui ont tendance à être plutôt des partis de droite. Et vous voyez principalement ce qu'on appelle des légitimistes. Alors les légitimistes, c'est ceux qui sont des républicains qui seraient, ça peut paraître assez contradictoire, hein, mais ce sont des députés qui sont en faveur du retour au Bourbon, c'est-à-dire aux monarques descendants de Louis XVI, Louis XVIII, Charles X, donc la famille qui régnait jusqu'à la Révolution française. En bleu ciel, vous avez des orléanistes qui sont au nombre de 214, ce sont ceux qui sont le plus grand nombre, ce sont donc des partisans de Louis-Philippe d'Orléans. En vert, des bonapartistes. Et de l'autre côté, vous avez des libéraux en jaune qui sont un peu ce qu'on appellerait des centristes aujourd'hui. Et puis vous avez les républicains modérés en rose et en rouge, les républicains radicaux, c'est-à-dire les plus extrêmes des républicains, ceux qui correspondraient aujourd'hui à l'extrême gauche. Donc vous voyez en tout cas que l'Assemblée, de façon assez évidente, est dominée par les partis de droite, voire même des partis réactionnaires qui souhaiteraient finalement mettre fin à la République. Donc vous voyez que la République paraît très fragile. Alors pour revenir sur Adolphe Thiers, si vous prenez la biographie page 168, on vous dit que c'est un journaliste, c'est son métier à la base, qui était libéral, qui a été un acteur des Trois Glorieuses, donc la Révolution de 1830. Il a été ensuite membre du gouvernement sous la monarchie de Juillet, donc de Louis-Philippe d'Orléans. Puis il a été également membre du gouvernement sous le Second Empire. Donc vous voyez, c'est sous la Deuxième République, pardon. Donc c'est un homme politique très expérimenté.